Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, les frais de douane ne vont pas augmenter au Bénin. La hausse de taxes sur les produits de grande consommation annoncée dès le 1er octobre sur les médias sociaux n'est que rumeur. C'est une intoxication de l'opinion publique née de la mauvaise interprétation de correspondances privées entre la douane et Bénin Contrôle SA. La direction générale de la douane a clarifié cette situation ce mercredi en présence des concessionnaires agréés au cours d'une séance. De la boue toxique déversée dans certaines agglomérations, c'est ce qui s'observe depuis quelques jours à Cotonou, une ville en pleine mutation depuis le projet asphaltage contenu dans le programme d'action du gouvernement avec la construction des routes pour la rendre attrayante aux habitants. Mais des actions humaines viennent comme pour saboter cette dynamique. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, 8 femmes ont terminé le programme de renforcement de capacité du ministère de l'Énergie. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du projet Énergie Vert pour les citoyens. Après 14 mois de stage, les bénéficiaires ont réussi à s'intégrer et se faire recruter par des sociétés sous tutelle du ministère de l'Énergie. C'est un programme qui vise à assurer la mise en œuvre de l'approche genre. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. Les frais de douane ne vont pas augmenter au Bénin. La hausse des taxes sur les produits de grande consommation annoncée pour dès le 1er octobre sur les médias sociaux n'est que rumeur. C'est une intoxication de l'opinion publique née de la mauvaise interprétation des correspondances privées entre la douane et Bénin Contrôle SA. La direction générale de la douane a clarifié cette situation ce mercredi même en présence des concessionnaires agréés au cours d'une séance tenue au siège de la douane à Cotonou. On fait le point avec William Cliquant et puis Elvis Tonoukoin. Les échanges étalés sur la place publique ne devraient pas l'être. Ils sont à l'origine de l'inquiétude affichée des commissionnaires agréés en douane et la malcompréhension des populations. Au prix de haute lutte, nous avons pu quand même obtenir des allègements et des traitements consensuels sur les droits des étastes concernant cette liste de produits. Et subitement, 5 jours avant la mise en vigueur de la suspension de ces allègements, de ces mesures d'allègement, on nous dit que tout va passer rapidement dans le traitement sur la base de la valeur transactionnelle. C'est pour cela que nous avons décidé quand même de venir rencontrer. La douane énonce le démenti formel. Le retour à la valeur transactionnelle pour les droits de douane ne change en rien les coûts des opérations. Je peux vous dire qu'à partir du 1er octobre 2022, ce qui est dit ne sera pas. D'ailleurs, la douane n'a pas le pouvoir d'augmenter les prix sur le marché. Et nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que les droits que vous avez l'habitude de payer sur les produits que vous importez, nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que ces droits-là changent. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est des communications interne entre Bénin Contrôle et la douane. Je ne sais pas de quelle façon cette communication s'est retrouvée dans la presse. Vous savez que nous avons pris des engagements au plan international. Vous savez aussi que la détermination des valeurs en matière douanière répond à des normes au plan international. Notre pays s'est engagé pour appliquer ces normes-là. Par le passé, tenant compte de la conjoncture, un certain nombre de choses, nous avons adopté des méthodes. Et nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers, ça ne sera pas fait au détriment de la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement. Les autorités douanières tiennent au bien-être des importateurs, commerçants et consommateurs. L'inquiétude propagée sur les réseaux sociaux et la polémique engendrée autour n'ont donc pas leur raison d'être.
Cotonou abrite depuis ce mardi un atelier tripartite sur la violence et le harcèlement en milieu de travail. Les assises de 2 jours permettront de restituer l'étude diligentée par le BIT pour le compte du Bénin sur cette thématique. C'est dans le cadre de la campagne de ratification de la Convention 190 du BIT. Les travaux sont placés sous la tutelle du ministère du Travail et de la Fonction publique. Les détails dans ce reportage. Mettre fin à la violence et au harcèlement en milieu de travail, c'est ce qui réunit ici tous les participants à cet atelier. En effet, dans le cadre de la campagne de ratification de la Convention 190, le BIT a commandité pour le compte du Bénin une étude sociologique sur la thématique pour permettre aux autorités et aux acteurs à divers niveaux de mieux évaluer l'ampleur du phénomène. L'Organisation internationale du travail a été de tous les combats visant à plus de justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et s'est résolument engagée à promouvoir les opportunités pour les hommes et pour les femmes d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Le présent atelier se veut donc le cadre de restitution de cette étude menée sur la violence et le harcèlement en milieu de travail au Bénin. 3 différentes composantes prennent part à cet atelier. Il s'agit des représentants du gouvernement, les organisations d'employeurs et celles des travailleurs. Cet atelier vous permettra, chers participants, de prendre connaissance de l'étude sociologique réalisée sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, de procéder à la validation de cette étude, d'identifier les mesures à prendre pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, enfin de formuler des axes d'un plan d'action pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement au Bénin en vue de la ratification de la Convention numéro 190. Au regard de la diversité des expertises, les autorités béninoises sont convaincues que les résultats escomptés seront pleinement atteints au terme des 2 jours de travaux. Ils exhortent à cet effet chaque acteur à donner le meilleur de son potentiel pour contribuer à l'élaboration de la feuille de route qui doit définir les principes et recommandations claires pour un travail décent en République du Bénin. Le gouvernement veut trouver une solution définitive à la transhumance des ruminants avec ses effets pervers. Pour y arriver, il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer. Ce projet, depuis sa création, ne cesse d'entreprendre des initiatives allant, bien entendu, dans le sens de la sédentarisation des ruminants. Au nombre des initiatives entreprises pour l'atteinte des objectifs fixés figure la retraite portant sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux. À Nati Tengu, ce mercredi, les différents acteurs des départements de la Takora et de la Dongar pouvant jouer un rôle capital dans la sécurisation foncière des espaces pastoraux ont été invités. Ils vont réfléchir pendant 2 jours sur les mécanismes à mettre bien entendu en place pour sécuriser les espaces pastoraux identifiés. Voici le compte rendu. Au cœur de cette séance dénommée retraite portant sur les outils de sécurisation foncière des espaces pastoraux, la problématique de la sécurisation des terres exploitées par les éleveurs individuels. Initiative du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer, la présente séance permet aux participants venus des départements de la Takora et de la Dongar de réfléchir sur les mécanismes appropriés en vue de la sécurisation des espaces pastoraux. Une sécurisation qui fait appel à 3 points essentiels. Le premier, c'est la sécurisation de la terre exploitée par l'éleveur. Le deuxième, bien entendu, c'est l'eau qu'il faut à la disposition donc, des animaux. Et l'aliment, donc le fourrage qu'il faut mettre à la disposition donc, des animaux. L'amélioration de la productivité et la production bovine et ovine passe par la gestion rationnelle de l'espace pastoral, une priorité à laquelle le Procer accorde une attention particulière.
tout l'intérêt pour nous au niveau du procès, c'est de voir comment est-ce qu'on met ces mécanismes au service donc de ce que nous attendons tout particulièrement, c'est-à-dire la délivrance des actes au profit des éleveurs. La démarche du procès illustre bien l'ambition du gouvernement à mettre fin aux conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Agriculteurs et éleveurs, deux communautés qui se partagent la même ressource, la terre qui n'est pas extensive, qui doit être utilisée de façon rationnelle, dont les activités concourent au développement et à la mobilisation des ressources de nos communes. Le gouvernement de la République du Bénin a vu juste en initiant un tel projet de sédentarisation des éleveurs, d'une part, et bien entendu des éleveurs individuels. Il est très important que nous puissions prendre ce projet-là à bras le corps et que nous puissions y travailler effectivement afin que nous puissions réduire de façon considérable ces problèmes que nous vivons. La présente rencontre de Nati Tengu, qui dure 48 heures, offre également l'occasion aux participants de s'informer davantage sur le bien fondé et les objectifs assignés au procès. Dans la commune d'Atiémé à présent, située dans le département du Mono, des affres des changements climatiques inspirent les populations à des actions citoyennes. La dernière en date, c'est un puits foré pour l'approvisionnement en eau potable, un ponceau érigé pour faciliter la circulation et des dépotoirs d'ordures enlevés pour assainir l'environnement. Des actions qui ont séduit la directrice départementale du cadre de vie et de développement durable du Mono et du Koufou. Cette dernière est d'ailleurs allée voir ces initiatives menées par une association. Le compte rendu de cette descente avec Narcisse Alossé, Florent Dehaut. Bernadette Awangbe Fanou, au pied d'un puits foré ici, à Dongpodji-Lanzoumé, dans la commune d'Atiémé. La directrice départementale du cadre de vie et du développement durable du Mono et du Koufou est venue toucher du doigt une infrastructure fruit d'une initiative privée pour faire face au déficit en eau. Si on fait des médias, mais non, moi, si le film nous sent. Donc, quand on a deux sions, mais non, il y a tout le film de mon mec barreton. Finalement, il m'a montré tout le monde. Je me vois avec lui. Moi, je me vois avec lui. 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 Aujourd'hui, les jours sont comptés pour ces difficultés ici. Et ceci grâce à une creusette dénommée Association des jeunes leaders pour le développement durable. Une association qui a ensuite érigé ce ponceau pour faciliter la circulation aux riverains. Et quand il y a la crue, le passage maintenant de la population crée tellement d'ennuis avec pas mal de dégâts, que ce soit noyade et consorts. Donc on a estimé que non. Pour pallier à certaines choses, il faudrait que nous-mêmes nous apportions notre pierre à l'édifice. C'est ça qui nous a amené à construire maintenant ce ponçon. Action d'adaptation donc aux effets des changements climatiques. L'ouvrage, même en matériaux précaires, est appelé à soulager les populations témoins des cas de noyade d'ici. Les jeunes leaders pour le développement durable se sont enfin illustrés dans un exercice de protection de l'environnement en détruisant des dépotoirs d'ordures. Nous avons été informés de l'existence des initiatives comme ça nous a vraiment émus. Et on s'est dit qu'il faut aller voir ce qu'ils font, les accompagner, faire le plaidoyer autour d'eux pour que d'autres qui attendent rien que l'État sachent qu'en matière de gestion de cadre de vie, c'est les initiatives comme ça qui donne quand même la confiance à l'État il faut aller vers eux. L'État central séduit donc par ses actions de participation citoyenne. Sur place, promesse a été faite d'accompagner les membres de l'Association des jeunes leaders pour le développement durable. Des membres dont l'engagement est orienté vers le mieux-être des milliers d'âmes qui vivent dans cette localité située dans le département du Mono.
Je vous l'annonçais en titre, Cotonou est en pleine mutation depuis le projet asphaltage contenu dans le programme d'action du gouvernement. La ville change de visage avec la construction des routes pour la rendre attrayante aux habitants, aux citoyens et aux touristes qui ne cessent d'apprécier le travail qui se fait. Seulement, des actions humaines viennent comme pour saboter tous les efforts, surtout avec le déversement de la boue toxique dans certaines agglomérations de la ville depuis quelques jours. Compte rendu de Action Mokayan et des Rompevi. Joachim Victor Gomez a son domicile exposé à une intoxication depuis peu de jours. De la boue déversée par une entreprise en face de sa maison. Un beau matin, il se retrouve face à des mouvements d'engins qui s'appliquaient à l'œuvre. J'ai constaté comme tout le monde un certain matin, ça ne fait pas plus de 10 jours. Bon, comme tout le monde, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, c'est de la boue. Avant, c'est un domaine qui était entretenu par des jardiniers. Mais avec les travaux qui se font actuellement, je n'ai pas compris pourquoi on a délogé tout le monde. Et puis bon, c'est des tas de boue qui viennent d'où, je ne sais. Je ne sais pas pourquoi non plus ils ont élu devant mon domicile pour verser ça. Cet ancien fonctionnaire de la police républicaine est surpris de l'aisance avec laquelle on décharge la boue en lieu et place du maraîcher qui y était. Il en est écœuré. Et vous comprenez que c'est une vraie pollution que je ne qualifie pas parce que et moi, voilà, je reçois tout. Vous voyez que je suis ouvert aux 4 vents et je reçois tout. Je n'ai pas compris. Par temps de pluie, il y a une exhalaison, je vais dire, morbide. Ça rend malade tout le monde, et passants et riverains. À moins de 1000 mètres de ce site, cet artisan mécanicien moto est aussi obligé de passer sa journée à inhaler des odeurs. Son garage se trouve juste derrière le collège d'enseignement général de Vedoko, face à un autre dépôt sauvage. Un écriteau indique bien la qualité de la substance et met en garde contre toute manipulation. Au départ, il remblayait le marécage avec du simple sable avant de commencer par y mettre de la boue. Une boue qui occupe des fois la voie et qui empêche piétons et véhicules de circuler. Ça sent même et nous met mal à l'aise. Nous subissons n'ayant pas le dernier mot. Depuis qu'il est informé de la situation, l'Observatoire africain de surveillance du climat, de la terre, des eaux et des cultures ne s'arrête pas d'exprimer son indignation. Je suis écœuré parce qu'il s'agit en fait de l'entreprise qui depuis quelques semaines déverse en vague nature en pleine agglomération à côté de CEG. Vous avez derrière nous le CEG de Vedoko et vous constaterez les mêmes dégâts qui sont causés dans la ruelle du feu de Vidolé. Donc cette boue, vous aurez constaté que l'entreprise a reconnu que c'est une boue toxique au niveau donc des plaques de signalisation. La zone, objet du déversement de la boue, est protégée par une convention internationale, selon Brice Sou. Dans sa veille citoyenne, l'environnementaliste dénonce les risques auxquels la population est exposée. Il existe des espèces animales et végétales qui sont protégées par une convention internationale. Et si on réalise le screening chimique et si on réalise les tests de toxicité de cette boue, comme l'a d'ailleurs présenté l'entreprise sur ces plaques, on identifiera des éléments toxiques. C'est qu'il y a un fort risque de contamination d'éléments chimiques. Qu'est-ce qui peut être encore fait pour épargner les riverains et la population des risques d'intoxication? L'environnementaliste explique. Quel que soit ce qu'on fera, l'innocuité ne serait pas totale. Mais ce qui a lieu de faire, c'est de convoyer en urgence de ce site en pleine agglomération cette boue hautement toxique pour les populations. C'est ce qui a lieu de faire. Et de bloquer cette lenteur et d'accélérer. Malheureusement, nous avons constaté depuis 48 heures que cette même entreprise est en train de faire installer un site dans la ruelle de la Brigade des Mœurs en pleine agglomération à Glas.
Avant qu'il ne soit trop tard, les riverains pensent qu'il est encore temps d'éviter la situation catastrophique survenue en Côte d'Ivoire en 2006. Cela avait entraîné la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Ils espèrent que les autorités réagiront très rapidement pour enrayer la pollution. Au Bénin, la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales telle que voulue par le nouveau Code de l'administration publique démarre bientôt. En prélude à ce démarrage, les travaux de paramétrage du système d'information relatif à la gestion des finances publiques ont commencé depuis ce mardi. Des acteurs communaux sont à l'école de ce nouvel outil de gestion. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours pour la validation de la première partie des tests d'application du titre 8 du Code de gestion, un atelier initié par le ministère de l'Économie et des Finances que nous résume ici Narcissa Lossé. L'exercice d'élaboration des tests d'application des dispositions du nouveau régime financier au Bénin atteint les membres des collectivités territoriales. Ces derniers ont été mobilisés dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo pour la validation de la première partie des tests d'application du titre 8 de la loi sur le Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Le souci d'une mise en œuvre efficace de la réforme des finances au niveau des collectivités territoriales a nécessité l'élaboration des différents outils de gestion dont la validation présente un double intérêt. Ils serviront de base aux travaux de paramétrage du système d'information relative à la gestion des finances publiques, SIGFP, à l'effet de la prise en charge de la gestion budgétaire comptable des collectivités territoriales par ce système d'information, puis d'outils aux mains de nouveaux acteurs communaux. Autrement dit, contribuer à assainir la gestion des finances publiques à l'échelle communale. Et ces assises viennent après celles tenues en août dernier et qui avaient accouché des avant-projets de tests d'application. Des avant-projets qui feront l'objet de réflexions au cours de cet atelier. Il s'agit en effet des avant-projets d'arrêtés portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, de nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, d'arrêtés portant plan comptable des collectivités territoriales, du plan comptable des collectivités territoriales, du guide d'élaboration des collectivités territoriales, d'arrêtés portant procédure exceptionnelle, d'arrêtés portant régie directe et enfin d'arrêtés portant réquisition. 72 heures durant, les participants auront à examiner ces avant-projets afin d'aplanir les points de divergence et de disposer de projets de test. Les projets de test obtenus seront enfin soumis à l'appréciation des autorités pour validation. Les travaux de cet atelier prennent fin ce jeudi. Les membres du cabinet international Ecofinance Entreprises étaient en conférence de presse ce mardi à Cotonou. Il s'agit pour eux d'annoncer aux hommes des médias la 3e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques prévues pour le 5 novembre prochain. L'événement a pour objectif de promouvoir les entreprises africaines et de booster leur visibilité dans le monde des affaires. Les détails. Le suspense est laissé au gala. La 3e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques au Bénin s'approche à grands pas. C'est l'annonce faite à cette conférence de presse initiée par le cabinet international Ecofinance Entreprises. Prévu pour le 5 novembre 2022 à Cotonou, cet événement majeur a pour objectif premier de primer les entreprises béninoises ayant réalisé une bonne performance. Il leur sera attribué des distinctions de la Palme internationale de l'innovation ou celle de la Palme internationale du dynamisme. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques crée de l'émulation entre les entreprises, mais aussi entre les nations. C'est de donner l'envie aux autres de dire « Ah tiens, voilà ceux qui font tourner l'économie. Moi aussi, je vais tout faire pour pouvoir me figurer dans le top 100. » C'est un moment fort, une audience internationale et c'est donc une façon de promouvoir la destination du Bénin. Alors, il permet également de démontrer que l'Afrique dispose d'un climat d'affaires favorable à l'investissement.
Et donc, du coup, nous engageons le débat sur des grands enjeux en termes d'attractivité internationale du continent. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a aussi pour mission de vulgariser les performances des entreprises qui se sont faites remarquer par des innovations de pointe, l'impact de leurs produits et services, les retombées économiques en termes d'emploi, le rôle central de leur succès dans l'économie nationale. Les 100 entreprises nominées seront sélectionnées dans une base de départ regroupant au moins 300 entreprises concurrentes. Ces entreprises sont sélectionnées sur la base de 4 critères qui sont assez objectifs et connus de tout le monde. Il s'agit d'abord de ce qu'on appelle l'expertise de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que nos entreprises africaines maîtrisent leur métier. Au-delà de ce critère, nous utilisons également l'innovation. Le troisième critère porte sur ce que nous appelons la capacité de pénétration du marché. Alors, ce critère s'intéresse un peu au positionnement des entreprises dans le secteur d'activité. Donc, est-ce que ce sont des entreprises leaders? Nous avons pensé aussi qu'il était extrêmement important d'intégrer dans nos critères ce que nous appelons l'impact de l'activité sur l'économie. Initié en 2012, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, qui est à sa 3e édition au Bénin, mais 18e en Afrique, se veut une plateforme qui a pour but de mettre en avant les entreprises qui contribuent à bâtir une économie africaine forte, à stimuler la compétition et le climat propice pour les investissements, puis rassurer les investisseurs nationaux et internationaux. Je vous l'annonçais en titre, le programme de renforcement des capacités de 8 femmes ingénieurs du ministère de l'Énergie a connu son épilogue ce mercredi. Bien entendu, c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du projet Énergie Vert pour les citoyens. Après 14 mois de stage, les bénéficiaires ont réussi à s'intégrer et se faire recruter par des sociétés sous tutelle du ministère de l'Énergie. C'est un programme qui vise à assurer la mise en œuvre de l'approche genre. Voici le compte rendu. Des femmes ingénieurs sur des sites des structures du secteur de l'énergie. Ça se passe au Bénin et c'est un projet du ministère de l'Énergie. Son but principal, promouvoir l'approche genre dans l'administration publique. Dans une intervention tout à l'heure, on a dit dans le domaine en 2015-2016, il y avait seulement 1,7% d'ingénieurs femmes dans le secteur de l'énergie au Bénin. En fait, c'est pour dire qu'il n'y en avait pas du tout. Et que cette initiative permet déjà de passer à 300%. Et vous imaginez si on amplifie ce que ça va donner les années à venir. Donc, c'est heureux que nous nous rassemblions aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture. Le projet a poursuivi donc un double objectif. Un, déconstruire l'ensemble des préjugés entourant les métiers techniques du secteur de l'énergie considéré comme réservé uniquement aux hommes, dans l'imaginaire collectif, comme disait quelqu'un, mais de l'autre, de bâtir de nouveaux paradigmes où la technique séduit ou séduira égalitairement les hommes et les femmes. Elles sont au total 8 femmes ingénieurs à bénéficier de la première phase de ce projet. Après 14 mois de stage dans les différentes sociétés sous tutelle du ministère de l'Énergie, elles s'en sortent outillées, expérimentées et prêtes à mettre en valeur leur savoir-faire. Pendant la mise en œuvre du projet, nous avons parcouru toutes les directions centrales du ministère de l'Énergie, la direction technique du ministère, en l'occurrence la Direction générale des ressources énergétiques, les structures sous tutelle du ministère de l'Énergie, ABERB, Controlec, SBE, SBPE, ainsi que les grands projets en cours de réalisation et d'exploitation du secteur de l'énergie, tels que la centrale thermique de Maria-Gleta 1 et le projet Vinci Énergie. Et pour cet ultime rendez-vous de clôture du programme, 5 d'entre elles ont assisté à la cérémonie en présentiel et les autres par visioconférence. Mais bien avant, elles sont recrutées par des structures sous tutelle du ministère de l'Énergie grâce à leurs différentes qualités. Aujourd'hui, nous célébrons 8 femmes compétentes dans le secteur de l'énergie renouvelable, lequel est vital pour le développement de notre pays. Je voudrais une fois encore remercier le ministre de l'Énergie pour avoir pris cette initiative louable visant la promotion de l'excellence féminine dans les domaines de la science et de la technologie.
Estimé à une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, le programme de renforcement de capacité de 8 femmes ingénieurs s'inscrit dans le cadre du projet Énergie verte pour les citoyens. Il bénéficie également de l'appui de l'ambassade de l'Allemagne au Bénin. L'égalité des sexes est un sujet important aussi pour l'Allemagne. Ça fait partie aussi du contrat de la coalition de notre encore relativement nouveau gouvernement en Allemagne. Au cours de leur stage, ces 8 femmes ingénieures en énergie renouvelable ont conduit des séances de sensibilisation dans les écoles, aussi bien au sud que dans le nord du pays. Des rencontres pour inviter les jeunes filles élèves à choisir des filières techniques. Dans la suite de ce trésor au Bénin, dans le département du Mono, le comité technique de suivi de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, le Suède, est désormais opérationnel. Les membres composant ce comité ont été officiellement installés dans leurs fonctions lundi dernier. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans les locaux de la préfecture de Lokossa sous la présidence du secrétaire général du département représentant le préfet empêché. On fait le point avec Narcisse Alossé, Florent. Voici ceux à qui l'exercice de mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel est confié dans le département du Mono. Nommés par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2022, ces hommes et femmes entrent officiellement en fonction ici, investis par le secrétaire général du département représentant le préfet empêché. Nous restons convaincus qu'avec l'assistance technique de proximité, un meilleur suivi de la mise en œuvre des interventions du projet sera fait dans notre juridiction administrative. Nous espérons être à la hauteur des défis qui nous attendent dans l'implémentation de ce vaste projet qui couvre toute l'étendue du territoire national et participe réellement à la mise en œuvre aussi du programme d'action du gouvernement. Au total, 13 membres composent ce comité technique de suivi de la mise en œuvre du projet Suède. Ils ont entre autres mission d'apporter un soutien technique à la mise en œuvre d'intervention des acteurs en charge de ce projet conçu pour l'épanouissement de la gente féminine, d'en assurer la visibilité et en faire périodiquement le point à la conférence administrative départementale. Je vous donc les autres à travailler donc avec abnégation, à donner le meilleur de vous-même pour qu'à l'évaluation, les résultats escomptés soient véritablement atteints. C'est de cette façon que nous allons contribuer à l'élimination de la pauvreté au niveau de notre juridiction administrative et par ricochet au niveau de tous les départements de notre pays et participer réellement à l'autonomisation des femmes. Tout comme le Bénin, nombre de pays africains bénéficient de ce projet financé par la Banque mondiale. Au-delà de l'autonomisation des femmes et des adolescentes, le projet Suède vise à améliorer la production et le partage des connaissances, ainsi que la capacité de la coordination au niveau régional. Ces hommes et femmes sont donc attendus sur le terrain des résultats. Et pour finir, à présent, une bonne nouvelle pour les malades du diabète, plus précisément, bien entendu, ceux qui souffrent de la rétinopathie diabétique avec risque de cécité. Les appareils qui permettent de dépister et de traiter cette maladie sont désormais disponibles au CHUD Ouémé Plateau. C'est un don de la fondation de l'Ens Club International qui a accepté faire cette action humanitaire. Le point de la cérémonie de remise des dits matériels dans ce reportage. Un pick-up flambant neuf et un important lot de matériel pour traiter la rétinopathie diabétique et ses complications offert au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau. Ce lot de matériel, notamment un laser, des rétinographes de dernière génération, des tonomètres, des ophtalmoscopes et un verre de contact laser qui n'existait nulle part au Bénin pour traiter cette maladie qui pourtant fait de nombreux aveugles chaque année, est un don de la fondation du Lions Club International. Cette action entre dans le cadre de son projet SFP 2142
district 403 à 4. Le projet a pour objectif d'assurer le dépistage et le traitement de la rétinopathie diabétique et de cette complication dans les départements Ouémé-Plateau. Avec en bonus le projet SFP 2013 UND, dont l'objectif vise à faire une appréciation au plan national des systèmes de prise en charge de la rétinopathie diabétique, du diabète, du glaucome, à l'aide du TAD et du TAC de l'OMS. D'un coût global de $210 000. Il est financé à raison de 194 250 par la Fondation du Lions Club International, LCIF, et $15 875 de contrepartie du bénéficiaire, c'est-à-dire le CHUD-OP de Porto-Novo. C'est le lieu pour tous les lions du Bénin d'adresser l'expression de leur reconnaissance aux autorités du Bénin et enfin à la LCIF. Cet important lot de matériel offert par la Fondation du Lions Club International au CHUD Ouémé-Plateau vient compléter la longue liste d'actions humanitaires de l'organisation au Bénin. Et nous pouvons, à l'actif de ces réalisations, compter entre autres la construction du centre des grands brûlés au CNHI-HKM, le don d'équipements de dialyse au CHDO, la construction et l'équipement de la maison de diabète à Sakété. 4 projets sont actuellement en cours d'exécution dans les districts. Je vous demanderai, on gratifie notre ami Mohamed Yves Paraïso avec des applaudissements parce que sa témérité, son ouverture de cœur nous a permis d'être ici ce matin. Les statistiques en matière de rétinopathie diabétique sont assez inquiétantes et pour les responsables du CHUD Ouémé-Plateau et du ministère de la Santé, cet appui de la Fondation du Lions Club International vient à point nommé. La vue, c'est la vie, dit-on souvent. C'est pour cette raison que je tiens à remercier et à féliciter la Fondation internationale Lions Club qui a vu juste en finançant à travers le district 403 à 4, c'est-à-dire le Lions Club Bénin, ce projet qui va s'étendre sur 3 ans et qui permettra, j'en suis sûr, de sauver la population de nos 2 départements. Grâce à ce projet de la Fondation du Lions Club International, le CHUD Ouémé-Plateau dispose désormais de matériel adéquat pour dépister et traiter les maladies des yeux liées au diabète. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi à 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission Le Grand Canal avec André Doussa. À très bientôt.